Désolé, vous le mettre là. Voilà, vous êtes bien là. Non, je ne ferai aucun commentaire sur les sujets politiques d'actualité. Ça réglera le sujet, parce que, un, j'ai déjà tout dit sur ce sujet. Deux, nous sommes dans un moment important pour le pays qui est une campagne présidentielle. Donc nous sommes là pour parler de la vie de nos concitoyens, de la situation du pays et apporter des réponses concrètes. Nous sommes ici au Salon des entrepreneurs. Je suis très heureux cette année encore d'y revenir. Je suis très heureux de voir le succès, la vitalité de l'entrepreneuriat français. Alors, on dit beaucoup de bêtises sur l'entrepreneuriat français. Et c'est très bien parce que vous voyez ici la démonstration inverse. L'entrepreneuriat français, ce ne sont pas des grosses entreprises avec des gens qui gagnent beaucoup d'argent pour qui la vie est facile. Ce sont des femmes et des hommes qui se lèvent chaque matin avec un vrai risque, qui ne savent pas de quoi le lendemain est fait, qui parfois ont mis justement toute leur vie familiale, privée, sur la table, qui sont agriculteurs, commerçants, artisans, innovateurs, start-upers, dans le service, dans l'industrie, dans l'aménagement du territoire, dans le tourisme, dans les secteurs financiers, qui ont la même caractéristique, c'est qu'ils ont décidé de prendre des risques, c'est qu'ils ont décidé de faire, par conviction, parce qu'ils voulaient être libres, ou parce qu'on ne leur avait pas ouvert la porte ailleurs, parce qu'ils n'avaient pas réussi à trouver leur voie ailleurs dans la société. Et donc, l'entrepreneuriat en France, c'est la voie de l'émancipation. Tout le monde n'y arrive pas, et il y en a qui échouent. Et donc, le cœur de mon projet, sur le plan économique, je l'ai dit, je veux être le candidat du travail. Quand on est le candidat du travail, on est le candidat des entrepreneurs. Parce qu'ils ne comptent pas leurs heures, parce qu'ils ne comptent pas leur énergie. Et donc, c'est de leur faciliter la vie, sur le plan des cotisations sociales, sur le plan de l'organisation du système, d'où la suppression du RSI, sur le plan d'un droit du travail qui doit être plus, justement, agile, adapté à leur secteur ou à la taille de leur entreprise. C'est le cœur de la réforme du travail que je porte. Sur le plan de l'organisation collective, du financement de l'innovation, c'est ce que j'ai essayé de faire comme ministre. Je crois qu'on a réussi à améliorer les choses et ce que je continuerai à faire pour que l'amorçage soit plus facile, pour que les financements bancaires et non bancaires soient plus aisés pour les entrepreneurs et pour que le financement, lorsqu'on commence à grandir et qu'on ait un entrepreneur à succès, parce qu'il faut qu'on ait des entrepreneurs à succès qui aillent encore plus loin, eh bien ce soit facilité encore à nouveau et qu'on ait un écosystème de financement plus favorable en France. Et donc c'est ça l'entrepreneuriat français. C'est un vecteur d'émancipation. C'est un vecteur de transformation de la société. C'est ce qui permet à des femmes et des hommes aujourd'hui de changer les choses. La réalité d'un entrepreneur, c'est qu'il prend des risques, c'est qu'il gagne en moyenne peu d'argent. Peu d'argent. Et les millions d'entrepreneurs qui sont dans le pays, que j'évoquais tout à l'heure, ce ne sont pas des gens qui gagnent beaucoup, ce sont des gens qui chaque matin ne savent pas d'ailleurs s'ils pourront le soir se payer eux-mêmes. Ne l'oubliez jamais. Mais ils ont une caractéristique, c'est qu'ils n'acceptent pas la fatalité. Et donc, ce sont des agents d'espérance du quotidien. Et donc, notre économie en a besoin, notre société en a besoin, et la transformation du pays en a besoin. C'est pour ça que je voulais être là aujourd'hui. Il y a eu plus de 500 000 créations d'entreprises sur l'année écoulée, ce qui est un formidable succès. Il y a plus de 60% des jeunes qui veulent devenir entrepreneurs. Lorsque moi, je finissais mes études, la majorité des jeunes voulaient devenir hauts fonctionnaires ou être cadre dans une entreprise privée. Aujourd'hui, ils veulent devenir entrepreneurs parce qu'ils veulent prendre ce risque, ils veulent être libres et ils veulent changer les choses. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Est-ce que les robots vont tuer le travail ? Alors, les robots ne vont pas tuer le travail. Et il ne faut pas avoir une vision, il ne faut pas avoir une vision naïve de l'avenir, il ne faut pas non plus avoir une vision pessimiste. Vous savez, du temps où les chandelles éclairaient les rues de Paris, les gens nous disaient que les lampadaires qu'on était en train d'installer allaient tout tuer. Non, ils ont permis de créer d'autres emplois, ceux qui ont fait les lampadaires, ceux qui les réparent et les entretiennent. Et donc, notre travail va changer. Si on a peur du changement, on défend le monde d'hier qui, de toute façon, est en train de bouger, qu'on le veuille ou non. Donc, la France a, il y a 15 ans, décidé de moins robotiser que ses voisins. On a 5 fois moins de robots qu'en Allemagne. Est-ce qu'on a moins de chômage? On en a 2 fois plus. Donc, regardez la réalité en face.
On doit bien évidemment moderniser notre économie, la numériser, la transformer. Il y a des tas d'acteurs économiques qui le font ici. Toutes les professions le portent. Je vois mon ami Philippe Araou qui dirige les experts comptables. Ils sont en train de mener une révolution du numérique. Les experts comptables auraient pu dire le numérique va nous tuer. Non, il va changer leur métier, leur permettre de faire autre chose. Dans la banque, c'est pareil. Dans l'industrie, c'est pareil. L'impression 3D ne va pas tuer les emplois. Elle va les rendre moins pénibles et elle va changer la nature de ces emplois. Donc, face à ça, la proposition qui est la mienne, c'est d'avoir une vraie offre en termes de formation, de qualification et de compétences. Ça veut juste dire que les métiers d'aujourd'hui et d'hier ne sont pas forcément les métiers de demain. Et donc, il faut former, accompagner les gens tout au long de la vie, beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Vous n'avez pas réagi hier sur le coup d'État institutionnel? Parce que j'ai réagi sur l'ensemble du contexte, et je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, je ne suis pas là pour parler de ce contexte politique. Parce que j'entends bien mener cette campagne au fond, pour le pays, parce que demain, il faudra présider et gouverner notre pays. Et on ne le gouvernera pas sur des polémiques, une transparence nécessaire, mais des polémiques que les uns et les autres essaient de créer. En tout cas, vous avez des nouveaux soutiens, M. Macron. Comment est-ce que, transition énergétique, Oui. vous êtes sur le point d'annoncer votre position, votre programme. Oui. Comment est-ce que je peux vous envoyer un dossier? Eh bien, vous allez venir là, et vous allez le donner à ma chef de cabinet qui est là, et elle prendra le dossier. Ça tombe bien, c'est assez rapide, donc faites-le maintenant. Alors, d'abord, il y a une chose de bon sens. Si on ne produit pas, on ne peut pas redistribuer. Donc, s'il n'y a pas des entrepreneurs, des entrepreneuses pour créer de la richesse, on peut décider d'avoir un volet social, comme vous dites, mais on distribue un argent qu'on n'a pas créé et qu'on n'a pas produit. Donc moi, j'ai plutôt tendance à essayer d'abord de produire pour pouvoir redistribuer. Deuxième chose, les entrepreneurs et les entrepreneuses, je pense au volet social pour eux. C'est pour ça que, quand j'étais ministre, j'ai protégé la résidence principale pour les entrepreneurs en cas de faillite. Et 2, je porte un projet qui est aujourd'hui d'universaliser le droit au chômage. C'est-à-dire, il y a une vraie injustice dans notre pays. Quand vous entreprenez, quand vous êtes paysan, quand vous êtes commerçant, si le numérique vous bouscule, si vous ne faites pas affaire, si vous avez un concurrent qui vient s'installer et vous fait faire faillite, si vous avez un accident de la vie, vous n'êtes pas couvert. Donc on a le mot social à la bouche, mais on n'a jamais pensé à ces millions de Français qui prennent tous les risques et qui n'ont aucune garantie. Donc, ce que je propose dans mon programme, c'est précisément d'avoir aujourd'hui une assurance chômage universelle qui couvre tout le monde, quel que soit son statut, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne couvre que les salariés et pas les autres. La contrepartie, c'est un système de droits et de devoirs. Quand vous êtes au chômage, on vous fait une offre d'emploi décente qui correspond à votre qualification, on vous forme, mais vous ne pouvez pas refuser plus d'une fois une offre décente. Ça, c'est le vrai social. C'est un social d'égalité entre les différentes catégories et c'est un social de responsabilité. Et derrière, je suis pour qu'on accompagne ces changements avec une organisation de la société, des syndicats qui discutent dans l'entreprise et dans la branche, et donc des droits sociaux qui soient négociés au plus près du terrain, au niveau de la branche et de l'entreprise. Vous avez des nouveaux soutiens, M. Macron? Alors, je réponds à 2 questions encore. Mais je n'ai pas de réaction à faire, parce que, vous savez, les campagnes. Mais est-ce que vous pensez que le rôle d'un dirigeant politique, c'est de dire s'il est légitime ou pas de conduire son entreprise dans un sens ou dans l'autre? Non. La pratique française, formidablement établie depuis des décennies de droite et de gauche, c'est de s'emparer de ce genre de sujet pendant la campagne, d'aller monter sur des camions, d'aller faire des promesses qu'on ne sait pas ensuite résoudre quand on est aux affaires. Donc EDF, qui est une entreprise que je connais bien parce que la majorité de son capital est public et il est détenu donc par l'État, c'est une entreprise qui a à vivre des changements profonds, qui a beaucoup embauché ces dernières années et qui donc gère sa pyramide des âges et ne va pas aujourd'hui renouveler certains emplois. Je ne suis pas en capacité aujourd'hui en tant que candidat et ne gérant plus le dossier de porter quelque jugement que ce soit sur cette entreprise et je pense que ce n'est d'ailleurs pas mon rôle de le faire. Mon rôle c'est de proposer pour le pays des réformes, de proposer un cap, pas de m'immiscer ni dans le dialogue social, ni dans les choix microéconomiques de telle ou telle entreprise, sauf si elle pose des problèmes d'intérêt général. Dernière question.
vais être très concret. Vous avez raison. D'abord, ce que vous décrivez, ce que vous êtes, je le dis pour nos amis journalistes, c'est 95% des entrepreneurs du pays. Ce que fait monsieur, cette bataille du quotidien. Donc quand vous parlez des entrepreneurs, des entrepreneuses, on ne parle pas d'une vie dorée dans des bureaux formidablement équipés, en effet, de gens qui font leur fortune à l'autre bout du monde et qui se feraient tout seuls. Donc c'est très important que vous donniez du concret à tout ça. 1. Dialogue social, droit du travail, rigidité réglementaire. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes contraintes qu'une grande entreprise. On parlait d'EDF à l'instant, parce que vous n'avez pas 4 DRH pour le gérer, vous n'avez pas justement la même capacité à vous équiper. Pourtant, il faut un dialogue social dans votre entreprise. Vos salariés, ils ont des droits, et vous êtes d'ailleurs attachés à ça. Donc, ce que je veux, c'est la réforme du marché du travail que je porte, c'est d'avoir une discussion qui se fait au niveau de la branche et de l'entreprise, et que des accords majoritaires vous permettent d'ajuster les choses. Et qu'on puisse d'ailleurs discuter à ce niveau-là de quel est le seuil qu'on veut maintenir dans la branche à laquelle vous appartenez. Peut-être que le seuil de 50 salariés n'a pas de sens et vous bloque aujourd'hui. Et ils préfèrent peut-être le porter à 100 ou 200, mais il y a d'autres choses qui sont plus importantes pour les salariés. Donc vous voyez que dans la branche, on puisse discuter et trouver des règles qui sont aujourd'hui trop rigides au niveau de la loi. Ensuite, que vous ayez la possibilité, par l'accord d'entreprise que vous pouvez signer avec vos 43 salariés, d'avoir des souplesses, des ajustements sur le temps de travail, sur l'organisation collective que la loi ne vous permet pas de faire et qui sont des contraintes au quotidien. Ça, c'est mon premier point, c'est le pragmatisme. 2, au niveau des cotisations salariales patronales et des charges. Moi, je propose de supprimer, je ne sais pas combien vous payez vos salariés, mais jusqu'à 2 SMIC et demi, qui doivent être dedans à mon avis, c'est ça que je comprends, jusqu'à 2 SMIC et demi, on enlève 6 points de charge patronale. Donc ça, c'est un allègement pour vous. Et ensuite, on allège, quel que soit le niveau de salaire, 3 points de charge salariale. Ça, c'est du pouvoir d'achat pour eux. Et leur pouvoir d'achat va augmenter durant la période parce que c'est très important, parce que c'est aussi une vraie incitation à travailler pour moi. Et une mesure même qui permet, quand on est au niveau du SMIC, de toucher beaucoup plus. C'est 100 € de plus par mois pour quelqu'un qui travaille au SMIC en termes de pouvoir d'achat. Donc ça, c'est une mesure très concrète. Troisième point, sur le financement. Il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui ont été faites pour aider à financer les entreprises comme la vôtre. Il faut qu'on aille plus loin. Et donc, on va développer les plateformes de financement, publiques et privées, pour permettre, quel que soit le niveau du ticket, parce que plus vous allez monter, plus vous allez avoir besoin de financement, de développer ces plateformes publiques et privées de financement, que ce soit en région ou au niveau national, pour accélérer le financement des PME qui sont dans des grandes phases de développement, pour aussi avoir un système de garantie qui vous permette d'aller plus vite. Et là, la BPI doit aller beaucoup plus sur ce métier de garantie, parce qu'on vous demande parfois des garanties qui n'avez pas. Voilà, de manière très concrète, quelques-unes des mesures qu'on veut porter sur ce sujet. Sans commenter les affaires. Dernier. Comment vous expliquez particulièrement cette dernière? Ah mais vous savez, moi j'ai pas le temps de commenter, d'expliquer. Moi j'agis, je travaille, je propose, je convainc, je me bats, j'entraîne et on continue à avancer. Je n'ai jamais expliqué quand ça montait, quand ça descendait, donc ça me permettra, quelles que soient les circonstances des quelques mois à venir, à ne pas avoir de commentaires à faire sur ce genre de vicissitudes. Je préfère parler de la vie des gens. Bonne journée à vous, bonne route. On va à Witty. Witty, tout au fond là-bas. Witty, le stand. Le prochain stand, c'est Witty. On ne s'arrête pas entre-temps. Maintenant, Sophie, maintenant c'est le deuxième étage. Non, on n'a pas fini. C'est la mauvaise nouvelle. Mais j'ai enlevé quelques stands. D'accord. Voilà. Bon, il faut qu'on avance. Pardon. Allez, on y va. Allez, on y va. Je vais être honnête. Il faut qu'on avance là. Non, Ça vous inquiétez pas. juste parler en avançant. On a sur la marche. Mais par contre, parce que Oui, hop là. Allez, hop là.
direct. Par là. Par là. Oui, on s'arrête plus. Pardon, M. Macron, on s'arrête plus. Désolé. Je vous stoppe dans votre...